Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour les séquences de cet après-midi. Donc, je suis Bertrand Kaufmann, directeur régional de l'INSEE Bourgogne-Franche-Comté. Et encore une fois, au nom de tous les participants et à ceux qui ont œuvré pour ce colloque, donc François Bavet, directeur régional de la Banque de France Bourgogne-Franche-Comté, Anne Baralis et Lionel Matz, les directrices et directeurs de l'URSSAF Franche-Comté et Bourgogne. Encore merci pour votre participation et pour assister à nos échanges. Alors, 3 temps forts dans cet après-midi. Donc, je vais d'abord tenter une synthèse des interventions de ce matin et puis essayer de lancer quelques pistes en plus de ce qui a été dit ce matin. On aura ensuite une table ronde, ce sera le deuxième temps, qui sera animé par Patrice Bouillot de La Plume et le Micro, qui fera une table ronde avec 5 intervenants que j'en profite pour les remercier. Ils vont nous éclairer de leurs connaissances, de leurs compétences. Et je suis sûr qu'ils vont nous éclairer sur la situation économique que l'on connaît dans la région et au niveau national. Donc merci à eux du temps qu'ils nous consacrent. Et puis donc le troisième temps de cet après-midi sera celui de la clôture par M. Fabien Sudry, le préfet de région. J'en profite également pour vous dire que l'ensemble de ces interventions seront disponibles en replay. Et donc, si vous n'avez pas pu y assister dans leur intégralité, eh bien, vous pouvez les retrouver. On vous donnera les liens en fin de ce séminaire. Voilà. Alors, on passe à la synthèse des interventions de ce matin sans plus attendre. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce que l'on peut en dire? Quelles pistes pouvons-nous aujourd'hui tirer de l'ensemble des statistiques que l'on a pu mettre en œuvre et qui ont été présentées? Alors, je dirais que si on se contente d'un regard un peu rapide, un peu à la va-vite sur l'ensemble des données qu'on a pu produire ce matin, on a l'impression qu'on est revenu à une situation presque normale. Je mets des guillemets entre presque normale, bien entendu. Mais lorsqu'on regarde le taux de chômage, le niveau de l'emploi salarié, la santé financière des entreprises, on peut avoir l'impression qu'effectivement, il n'y a pas eu de crise. Alors bien entendu, vous le savez, enfin vous l'intuitez et vous l'avez compris, la situation elle n'est pas aussi simple ou pas aussi simpliste. On a une économie aujourd'hui qui est entre des atouts, c'est vrai, des faiblesses. On a l'impression que dans certains coins de l'économie, les fleurs renaissent ou réapparaissent comme après un long hiver. Un hiver un peu inattendu quand même, qui a été très très rude, sûrement un des plus rudes qu'on ait pu connaître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans cette économie-là, il y a encore quelques zones obscures, un peu sombres. Et même nous, économistes et statisticiens, je crois qu'il faut rester modeste. On n'a pas forcément toutes les clés aujourd'hui pour éclairer ces zones obscures. Et donc, j'espère aussi que la table ronde permettra un peu d'échanger et de compléter cette vision un peu panoramique. Si on essaye quand même de tirer quelques enseignements de tout ce que l'on vous a présenté ce matin, moi je reviendrai sur 3 points essentiels qui me semblent en tout cas essentiels. Le premier point qu'on a pu mettre en lumière, c'est vraiment ces activités économiques et notamment la mesure de chômage partiel. Le chômage partiel, la mise en œuvre du chômage partiel a permis aux entreprises de conserver leurs effectifs, de conserver donc leurs compétences et de garder en elles le fruit d'une relance qu'elles ont déjà commencé à mettre en œuvre, mais qu'elles devront poursuivre dans les mois et dans les années à venir. Ça les place quand même globalement dans de bonnes conditions d'avoir pu maintenir ces effectifs. On a malheureusement quelques secteurs qui ont été plus touchés, et on l'a bien vu ce matin à travers les présentations à la fois des URSSAF et des enquêtes de la Banque de France, notamment la restauration, l'hébergement, l'hôtellerie. Et ces secteurs, on a vu que les premiers licenciements qui sont apparus très tôt, dans le début de la crise, dès mars 2020, ont touché essentiellement les contrats les contrats qui étaient le plus faciles à enlever, c'est-à-dire en fait grosso modo l'intérim, la non-reconduction de CDD, les missions d'intérim. Et aujourd'hui, ces problèmes de recrutement que peuvent avoir ces entreprises sont notamment liés au fait que voilà, ces contrats-là sont partis et qu'on a du mal à retrouver des personnes qualifiées pour certains secteurs, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pour illustrer un peu ce phénomène, je vous citerai juste un chiffre qui est la statistique sur la création d'entreprises. Si je regarde aujourd'hui le niveau de création d'entreprises par rapport au niveau qu'il y avait fin 2019, le nombre d'entreprises qu'on a créées, il est en hausse de 30%. Et si je me contente uniquement du secteur
ou du segment plutôt, des auto-entrepreneurs, on est à plus 54% de création d'entreprises dans les secteurs des auto-entrepreneurs. Donc, qu'est-ce que cette statistique veut dire? Eh ben, on peut y voir le verre à moitié plein, qui est de dire, ben, c'est super, on a une économie, un tissu productif, où les gens, enfin, ont concrétisé, ont affermi leur projet de création d'entreprise, et ça, c'est très bien. Et puis, bien sûr, on peut y voir le verre à moitié vide, qui est qu'on sait que ces auto-entreprises, notamment, ce sont des structures qui, juridiquement, qui financièrement sont moins solides, qui rapportent des revenus nettement plus faibles qu'une entreprise classique. Et nous, on le sait à travers nos enquêtes, hein, ces entreprises ont une pérennité qui est nettement plus faible. Donc la question, pour moi, elle reste entière, c'est de savoir, est-ce que finalement la France est devenue l'Eldorado de la création d'entreprises, voilà, ou est-ce que finalement on assiste, à la faveur de cette crise sanitaire et cette crise économique, à une ubérisation encore plus rapide de l'économie et de nos tissus d'entreprise. Donc là encore, je crois que l'œil des experts que l'on aura cet après-midi sera d'une grande aide. Le deuxième point qui me semble important de mettre en avant par rapport aux présentations de ce matin, c'est qu'on voit que les entreprises ont continué à investir. Donc François Bavet l'a très bien expliqué, hein, certes, les niveaux d'investissement sont plus faibles qu'avant, hein, les entreprises elles ont ajusté leur niveau d'investissement, il y a moins d'entreprises qui investissent, mais les investissements continuent quand même. Ce qu'on peut constater quand même, c'est que la dette bancaire des entreprises et l'actionnariat a fortement diminué. Et du coup, ces fonds sont les plus solides pour les entreprises. Donc il y a une petite fragilité qui a été introduite par la crise. On a parlé beaucoup ce matin de l'endettement également des entreprises qui a fragilisé ces structures. Alors l'indicateur que je pourrais vous citer pour illustrer un peu cela, c'est le taux de marge. Donc le taux de marge, la création de richesse qui est fait par le processus de production par rapport à la valeur ajoutée. Ben, cet indicateur, aujourd'hui, ce taux de marge des entreprises, nous on le chiffre à 35%. Alors, dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il est très élevé. Nous, on estime que dans les années, dans les mois et dans les trimestres qui vont venir, mais dans les années qui vont venir, ce taux de marge va progressivement diminuer pour atteindre 30%. Donc on voit qu'aujourd'hui, les entreprises ont un taux de marge élevé, mais on craint que dans l'avenir, ce taux de marge diminue. Parallèlement, et on le voit dans les enquêtes de l'INSEE, mais également dans ceux de la Banque de France, les entrepreneurs sont plutôt optimistes et sont plutôt en train d'envisager un carnet de commandes qui est plutôt en hausse. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Et puis le troisième point qui me semble important de remettre en avant, c'est les données que l'on a pu mettre en lumière avec les statistiques de la Banque de France et le travail qui a été fait avec mes collaborateurs, que je remercie beaucoup pour ce travail, qui est l'épargne des ménages. D'accord ? On voit que l'épargne des ménages, alors aussi bien pour les plus pauvres que pour les plus riches, il a fortement augmenté durant ces 17 mois de crise. Le surplus d'épargne qu'on a pu mesurer, c'est 3,5 milliards d'euros de plus d'épargne sur les ménages de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc on voit bien que, à la faveur de la crise, et je mesure toutes mes paroles, à la faveur de la crise, les ménages de Bourgogne-Franche-Comté ont assuré un petit matelas d'épargne. Alors certes, pour les plus modestes, pour les plus modestes, ce matelas d'épargne, il est relativement restreint, il est de l'ordre de quelques centaines d'euros, 300 ou 400 euros, donc quelque chose d'assez modeste. Et pour les ménages les plus aisés, là, ça se chiffre en milliers d'euros. Mais comme c'est sur des patrimoines qui sont beaucoup plus élevés, en valeur absolue, c'est nettement moins. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce matelas d'épargne, ça peut être un atout pour la région pour pouvoir après consommer et dépenser et donc relancer notamment l'économie présentielle. Donc 3 points donc qui me semblent absolument importants sur les présentations de ce matin. Le chômage partiel qui a eu un effet modérateur pour limiter en fait les dégâts sur l'emploi. L'investissement des entreprises, et on voit que là, ça reste un indicateur positif, mais vigilance sur les aspects surendettement des entreprises. Et puis l'épargne des ménages qui peut être une ressource pour le futur. Donc au final, si je caricaturais un peu, après la crise, on a des entreprises et des ménages qui sont plus riches. Et là, encore une fois, je mets des guillemets. Alors, en tant que statisticien, on sait bien que derrière la moyenne, bien sûr, il peut y avoir pléthore de situations, et il y a un éventail total de situations, mais globalement, les ménages et les entreprises
s'en sont plutôt bien sortis dans cette crise-là. Alors, ça a pu être fait grâce notamment aux mesures de soutien que le gouvernement a mis en place. Et ça a un coût. Alors, je vais juste dire un mot sur ce coût. Avant la crise, le déficit public, il était d'environ 100% du PIB. Aujourd'hui, vous le savez, le déficit public, il est monté à plus de 120% du PIB. Donc, pour donner un chiffre, de l'ordre de 2700, 2800 milliards d'euros. Donc, plus d'un an de PIB en dette. Alors, certes, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont bas. Cette dette ne nous coûte pas trop cher, mais tôt ou tard, il faudra la rembourser. Et donc, la question, c'est de savoir si ce remboursement de la dette ne grèvera pas ou ne limitera pas nos marges de manœuvre futures. Et donc là, il y a vraiment une question, alors dont on ne parle pas beaucoup forcément aujourd'hui, puisqu'on est, comme vous le savez, en période préélectorale, mais tôt ou tard, cette question ressurgira pour nous sur le devant de la scène économique. Donc dans ce contexte, il nous semble que la capacité aujourd'hui de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais comme d'autres régions, mais la région Bourgogne-Franche-Comté, à sortir de la crise, elle repose sur deux choses. D'abord, la capacité des entreprises à rééquilibrer leur dette bancaire et notamment à favoriser l'actionnariat et les prêts participatifs. Et deuxièmement, la capacité ou la volonté des ménages à mobiliser cette épargne qu'ils ont accumulée pour soutenir la consommation. On a d'autres facteurs qui sont à prendre en compte, qui soient plus nationaux ou plus régionaux. J'en citerai quelques-uns. D'abord, un des facteurs nationaux qui nous semble important de mettre en avant, c'est le problème de recrutement de main-d'œuvre qualifiée. Donc, j'en ai un peu parlé dans mon introduction. Aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est extrêmement flatteur, qui est à 6,8% en Bourgogne-Franche-Comté, mais qui cache à la fois une attractivité de certains territoires, parmi les plus actifs ou là où l'emploi est le plus prospère, et puis à la fois des territoires où en fait le taux de chômage cache en fait le départ de ces jeunes actifs ou de ces jeunes formés, et où on a des taux de chômage extrêmement bas, mais qui ne sont pas révélateurs d'un réel dynamisme économique. Alors, on en parlera peut-être lors du tour de table. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qu'on appelle les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi de catégorie A, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas du tout travaillé, le nombre de personnes qui n'ont pas du tout travaillé entre fin 2019 et aujourd'hui, le deuxième trimestre 2021, donc c'est les derniers chiffres que l'on a, et bien ce nombre n'a quasiment pas augmenté. D'accord ? Donc on a l'impression, comme ça, en surface, que tout se passe bien. Mais lorsqu'on dézoome un peu et qu'on regarde les demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé, ceux qui ont une activité réduite, donc c'est les catégories B et C, ce chiffre-là, il a augmenté de 10%. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens, une partie de nos concitoyens, qui s'est quand même éloigné du marché de l'emploi. Et ça doit quand même nous questionner. La deuxième question qui se pose, alors pas uniquement encore une fois en Bourgogne-Franche-Comté, mais sur l'ensemble de l'économie nationale, c'est la pénurie de matières premières et la hausse des prix de l'énergie. Alors il faut savoir que la reprise économique, elle a été plus vive et plus rapide, en fait, dans la zone Asie et dans la zone Amérique. Et cette reprise économique dans ces deux territoires, elle a fortement augmenté, renchéri la demande, elle a augmenté la demande, et du coup, elle a renchéri le prix des matières premières. Alors, encore une fois, je vais juste vous citer un chiffre. Si je regarde au pire de la crise, le prix du baril de Brent, il était à 10 euros. C'est-à-dire que pour 10 euros, vous pouviez avoir 159 litres de Brent. Bon. Aujourd'hui, quand je regarde le prix du baril de Brent, il est à plus de 70 euros. Donc on voit bien que le prix du baril, le prix de l'énergie, il a été multiplié par 7 en l'espace d'un an et demi. Donc là, on voit bien que ce renchérissement a un impact direct sur l'économie, sur la balance des paiements de la France, on en parlait tout à l'heure, et puis également sur le montant du chèque énergie que les ménages vont payer. Alors, juste pour mémoire, l'ensemble de l'énergie, du budget énergétique d'un ménage, c'est 10% de son budget global. Voilà. Mais ça prend une proportion un peu plus accrue, un peu plus sensible, puisqu'on s'approche en fait des périodes hivernales. Sur la région, quelques points quand même de spécificité régionale.
dans les dernières statistiques que l'on a publiées, qui ont été réalisées donc, par les URSSAF, l'INSEE et la DREETS, on voit qu'en fait, on est encore loin du niveau d'emploi d'avant la crise. Il nous manque, je mets des guillemets, 7000 emplois entre le niveau fin 2019 et le niveau qu'on connaît aujourd'hui au cours du deuxième trimestre 2021. Donc 7000 emplois, au rythme actuel de création nette d'emplois, ça veut dire qu'on ne retrouverait le niveau d'avant-crise que fin 2021. Alors, dans l'absolu, ça peut paraître anecdotique, mais il faut savoir que quasiment toutes les régions françaises, à une exception près, enfin, hormis la Franche-Comté, la Bourgogne-Franche-Comté, quasiment toutes les régions françaises ont retrouvé, voire dépassé leur niveau d'emploi d'avant la crise. Donc là, il y a une faiblesse structurelle de l'économie régionale qui doit aussi nous questionner. Et puis, particularité régionale également, l'industrie automobile, hein, on en a parlé ce matin. Si je mets de côté l'hébergement-restauration et l'hôtellerie, quasiment tous les secteurs économiques, à l'exception du secteur automobile, ont retrouvé leur niveau d'emploi d'avant la crise. Le secteur automobile, il est aujourd'hui moins 20% en dessous de son niveau d'activité d'avant la crise. Moins 20%. Donc là, il y a aussi des questions qui doivent se poser, qui est une faiblesse un peu structurelle, qui peut être un avantage à un certain moment, mais une faiblesse structurelle en l'occurrence de l'économie régionale. Certes, c'est un secteur qui est porteur de progrès techniques. Hein. On voit bien qu'on va vers des voitures moins gourmandes en énergie, plus respectueuses de l'environnement avec l'électricité et l'hydrogène. Mais aujourd'hui, force est de constater que notre niveau d'emploi dans ce secteur-là particulier eh ben, ne nous permet pas en fait, de retrouver le niveau d'avant-crise. Voilà. Bon, je passerai sur les changements sociétaux qui sont certes importants dans notre région, mais qui ne sont pas une particularité de la région. Pour conclure mon propos, l'économie de la région, elle est toujours très impactée par les crises économiques, du fait notamment des particularités du tissu productif, hein, encore une fois tourné beaucoup vers l'industrie et notamment vers le secteur automobile. Alors, ce n'est pas un handicap ad vitam aeternam, hein, puisque l'industrie est aussi créatrice d'emplois, créatrice de richesses, et permet également voilà, d'innover. Et donc ça, c'est un atout. Et notamment, c'est un atout lorsque la santé économique nationale et internationale va bien, puisqu'en fait, ce secteur productif, qui produit notamment à destination des consommateurs qui sont situés hors du territoire, elle n'est pas dépendante de la situation économique locale. C'est-à-dire que si la reprise économique se fait dans les territoires et dans des pays avoisinants, eh bien, on a un atout à développer sur cette économie productive. L'économie résidentielle, elle, qui est le contraire de l'économie productive, elle est très dépendante du niveau d'emploi, du niveau de population, pardon, de la Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, d'après nos dernières statistiques, ben, le niveau de la population étant plutôt en baisse, l'économie présentielle souffre un peu de cette perte d'attractivité démographique de la région. Donc la région a des capacités de rebond interne, hein, qui est liée à son tissu productif, qui est aussi liée au fait à la bonne tenue et la bonne santé économique des entreprises. Et puis elle a également des atouts externes à aller chercher, me semble-t-il, sur les territoires voisins. Donc l'Île-de-France pour le secteur du Sénonais et de l'Auxerrois, la Suisse pour toute la partie Brande frontalière, et puis le sud de la Saône-et-Loire pour toute l'économie qui est issue du desserrement de la métropole lyonnaise. Voilà. Donc voilà quelques réflexions, quelques bilans de ces interventions de ce matin. Et donc je vais maintenant, d'ici, alors je crois que c'est à 16h, pardon, on va démarrer la table ronde et je pense que les experts vont pouvoir nous éclairer un peu plus que je ne l'ai fait sur cette situation économique régionale et nationale. Merci pour votre écoute.